Quand, il y a 21 ans, Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie se sont unis, le monde médiatique n'a vu qu'un conte de fées moderne. Une actrice française au charme pétillant, libre et reconnu, tombant dans les bras d'un prince italien au regard sombre et au nom chargé d'histoire. Tout semblait réuni pour écrire une romance éternelle. L'amour, le prestige, les tapis rouges, la noblesse italienne. Et pourtant, derrière les sourires figés pour les photographes et les unes des magazines, une autre vérité s'est imposée peu à peu. Vérité que Clotilde n'a jamais osé dire à voix haute jusqu'à aujourd'hui. Leur histoire avait commencé presque comme dans un scénario de film. Une soirée mondaine à Monte-Carlo, un échange de regards, une attirance immédiate. Clotilde, déjà acclamée pour ses rôles au cinéma, incarnait cette France élégante et moderne. Emmanuel Philibert, de son côté, symbolisait un héritier en quête de reconnaissance, vivant entre le souvenir d'une monarchie déchue et le besoin d'exister par lui-même. Les journaux de l'époque parlaient de coup de foudre royal. Pour la jeune actrice, c'était une aventure hors du commun. Entrer dans une famille auréolée de mythes, marquée par l'exil et l'histoire. Mais la réalité, souvent, ne pardonne pas les excès de romantisme. Le mariage, célébré avec faste, fit couler beaucoup d'encre, des milliers de curieux, des dizaines de chaînes de télévision, un décor digne d'un roman. Tout était orchestré pour donner l'image parfaite d'une union bénie. Mais Clotilde elle-même a reconnu plus tard que dès ce moment, quelque chose sonnait faux. Derrière la musique et les robes brodées, elle ressentait déjà le poids d'un rôle qu'elle n'avait jamais voulu endosser, celui de princesse, silencieuse et élégante, mais privée de son identité d'artiste. Elle qui avait toujours revendiqué son indépendance s'est retrouvée enfermée dans une cage dorée. Une cage brillante, certes, mais une cage tout de même. Très vite, elle a compris que sa carrière devrait passer au second plan, que ses choix seraient scrutés, critiqués, parfois rejetés au nom de l'étiquette et de la tradition. Pour beaucoup, l'amour exige des compromis. Mais dans ce mariage, ce furent surtout des sacrifices. Les invitations officielles, les obligations mondaines, les déplacements protocolaires ont commencé à rythmer son quotidien. Clotilde n'était plus simplement une actrice libre de ses choix. Elle était devenue la femme d'un prince. Les rôles au cinéma se sont espacés. Certains réalisateurs, craignant les complications, ont hésité à la rappeler. Les tabloïds, eux, ne s'intéressaient plus à son talent mais à ses tenues, à ses apparitions publiques, à ses supposées rivalités avec d'autres figures du Gotha européen. La femme artiste s'est peu à peu effacée derrière la princesse de papier glacé. Et ce que les spectateurs ignoraient, c'est qu'à l'intime, cette mise en retrait créait déjà un profond malaise. « Je n'étais plus moi-même », confiera-t-elle bien plus tard à des proches, « j'avais l'impression d'être un personnage inventé par d'autres ». Un autre aspect pesant de cette union fut l'isolement. Si le mariage avait élargi son cercle de relations mondaines, il avait restreint son univers affectif. Ses amis du cinéma, ses complices de jeunesse, se sont éloignés. Pas par manque d'affection, mais parce que les mondes devenaient incompatibles. Les soirées bohèmes de comédiens, les discussions passionnées sur l'art et la politique avaient laissé place aux dîners guindés, aux réceptions réglées comme des cérémonies militaires. Clotilde se sentait étrangère à ce monde figé où chaque sourire devait être mesuré, chaque parole pesée. Elle avait rêvé d'un amour sincère, d'une complicité profonde, mais elle se retrouvait enfermée dans une mécanique froide et codifiée. Derrière les dorures et les photos officielles, la solitude devenait un fardeau insoutenable. La naissance des enfants, une joie, mais aussi une nouvelle responsabilité. La venue au monde de leurs deux filles aurait pu apaiser les tensions. Et en effet, dans les premières années, Clotilde trouva dans la maternité une raison de sourire. Ses filles étaient à son refuge, sa véritable source de bonheur, loin des projecteurs, mais cette joie fut rapidement parasitée par de nouvelles contraintes. Être mère, pour elle, signifiait aussi devenir garante d'une lignée, d'un nom, d'un héritage. La pression familiale et médiatique sur l'éducation des enfants, sur leur image publique, était énorme. Chaque sortie en famille devenait une mise en scène. Clotilde avait rêvé de protéger ses filles, de leur offrir une enfance simple et joyeuse. Mais dans ce monde, même les jeux d'enfants étaient photographiés, commentés, jugés. Elle confia à un ami qu'elle vivait constamment, avec la peur qu'on vole à mes filles leur innocence. Très vite, les premières fissures sont apparues dans le couple. Emmanuel Philibert, bien qu'attaché à sa femme, restait pris dans ses propres ambitions. Ses projets médiatiques, ses initiatives politiques, ses rêves d'influence en Italie occupaient son esprit. Les discussions conjugales, au lieu d'être des échanges complices, se transformaient en désaccords permanents. Clotilde reprochait à son mari son absence émotionnelle, son incapacité à comprendre sa souffrance silencieuse. Lui, de son côté, lui reprochait son refus d'embrasser pleinement son rôle de princesse. Deux mondes qui, au lieu de se compléter, semblaient s'éloigner inexorablement. Les rumeurs de tension, relayées par la presse people, n'étaient pas de simples inventions.
Derrière les portes closes, les disputes éclataient, souvent suivies de longs silences glacés. L'amour, qui avait semblé si fort au début, se transformait en une cohabitation douloureuse. Pourtant, en public, le couple s'efforçait de maintenir une image unie. Les photographes captèrent des sourires forcés, des mains qui se frôlaient sans conviction. Les communiqués officiels parlaient de voyages heureux, de projets communs. Mais Clotilde vivait un paradoxe cruel. Plus l'image paraissait parfaite, plus elle se sentait éloignée de la vérité. Cette dissonance entre la façade et l'intime creusait en elle une douleur grandissante. Elle avait l'impression de trahir son propre cœur, d'offrir au monde un mensonge permanent. Et ce mensonge répété jour après jour devenait insupportable. Pendant longtemps, Clotilde n'a rien dit. Par peur de choquer, par respect pour ses filles, par fidélité à un rôle imposé. Elle se réfugiait dans de rares confidences assez proches ou dans des interviews où elle laissait filtrer, entre deux phrases, une nuance de mélancolie. Les observateurs attentifs avaient remarqué ses regards fuyants, ses silences pesants lorsqu'on lui parlait de son mariage. Mais il fallut plus de 20 ans pour qu'elle ose enfin mettre des mots clairs sur son ressenti. « Ce mariage, dira-t-elle un jour, n'a jamais été le conte de fées qu'on vous a vendu. J'ai payé le prix fort pour un rêve qui n'était pas le mien. » Les premières années de mariage, malgré leurs difficultés, pouvaient encore être maquillées par l'enthousiasme des débuts. Clotilde se persuadait qu'il s'agissait simplement d'un temps d'adaptation, qu'avec de la patience et de la volonté, les choses s'amélioreraient. Mais la réalité finit par s'imposer. Peu à peu, les illusions de la princesse moderne se sont effritées, laissant place à une amère désillusion. Chaque événement officiel, chaque réception mondaine renforçait chez elle le sentiment de jouer un rôle qui n'était pas le sien. Emmanuel Philibert, pris dans ses projets personnels, semblait incapable de voir la souffrance grandissante de son épouse. Les sourires en public devenaient des mécaniques, les gestes tendres rares et contraints. L'amour des débuts s'était transformé en une routine où chacun avançait masqué, prisonnier de ses propres frustrations. Le véritable drame de ce mariage fut l'absence de dialogue authentique. Clotilde, sensible et artiste, avait besoin d'écoute, d'un espace pour exprimer ses doutes et ses douleurs. Mais son mari, souvent absorbé par ses ambitions, ne trouvait ni le temps ni les mots pour répondre à ce besoin vital. Cette fracture émotionnelle s'élargissait au fil des années. Au lieu d'une complicité, le couple vivait dans un malentendu permanent. Clotilde reprochait à Emmanuel Philibert son indifférence, son incapacité à partager ses angoisses. Lui reprochait son caractère jugé trop rebelle, son refus de s'effacer derrière les obligations princières. Ainsi naissait un cercle vicieux. Plus elle cherchait à exister par elle-même, plus il se sentait trahi dans son rôle de chef de famille. Plus il s'enfermait dans ses projets, plus elle se sentait abandonnée. L'un des points de friction majeurs fut la carrière de Clotilde. Actrice passionnée, elle rêvait encore de rôles forts, de films d'auteur, de théâtre engagé, mais son statut de princesse réduisait considérablement ses opportunités. Les producteurs craignaient le poids du protocole, les réalisateurs redoutaient les polémiques médiatiques. Quand elle acceptait un projet, Emmanuel Philibert lui reprochait souvent d'exposer leur vie familiale ou de s'éloigner de ses obligations princières. À l'inverse, lorsqu'elle renonçait, elle ressentait une immense frustration. « J'avais l'impression, confiera-t-elle plus tard, de devoir choisir entre ma vocation et ma famille. Et dans les deux cas, je perdais une part de moi-même. » Ce conflit entre l'artiste et l'épouse princière devint un champ de bataille récurrent, alimentant les disputes et les rancunes silencieuses. Les premières années de mariage, malgré leurs difficultés, pouvaient encore être maquillées par l'enthousiasme des débuts. Clotilde se persuadait qu'il s'agissait simplement d'un temps d'adaptation, qu'avec de la patience et de la volonté, les choses s'amélioreraient. Mais la réalité finit par s'imposer. Peu à peu, les illusions de la princesse moderne se sont effritées, laissant place à une amère désillusion. Chaque événement officiel, chaque réception mondaine renforçait chez elle le sentiment de jouer un rôle qui n'était pas le sien. Emmanuel Philibert, pris dans ses projets personnels, semblait incapable de voir la souffrance grandissante de son épouse. Les sourires en public devenaient mécaniques, les gestes tendres rares et contraints. L'amour des débuts s'était transformé en une routine où chacun avançait masqué, prisonnier de ses propres frustrations. Le véritable drame de ce mariage fut l'absence de dialogue authentique. Clotilde, sensible et artiste, avait besoin d'écoute, d'un espace pour exprimer ses doutes et ses douleurs. Mais son mari, souvent absorbé par ses ambitions, ne trouvait ni le temps ni les mots pour répondre à ce besoin vital. Cette fracture émotionnelle s'élargissait au fil des années. Au lieu d'une complicité, le couple vivait dans un malentendu permanent. Clotilde reprochait à Emmanuel Philibert son indifférence, son incapacité à partager ses angoisses. Lui reprochait son caractère jugé trop rebelle, son refus de s'effacer derrière les obligations princières. Ainsi naissait un cercle vicieux. Plus elle cherchait à exister par elle-même, plus il se sentait trahi dans son rôle de chef de famille.
Plus il s'enfermait dans ses projets, plus elle se sentait abandonnée. L'un des points de friction majeurs fut la carrière de Clotilde. Actrice passionnée, elle rêvait encore de rôles forts, de films d'auteur, de théâtre engagé. Mais son statut de princesse réduisait considérablement ses opportunités. Les producteurs craignaient le poids du protocole, les réalisateurs redoutaient les polémiques médiatiques. Quand elle acceptait un projet, Emmanuel Philibert lui reprochait souvent d'exposer leur vie familiale ou de s'éloigner de ses obligations princières. À l'inverse, lorsqu'elle renonçait, elle ressentait une immense frustration. « J'avais l'impression, confiera-t-elle plus tard, de devoir choisir entre ma vocation et ma famille. Et dans les deux cas, je perdais une part de moi-même. » Ce conflit entre l'artiste et l'épouse princière devint un champ de bataille récurrent, alimentant les disputes et les rancunes silencieuses. À mesure que les années s'écoulaient, Clotilde comprit qu'elle ne pouvait plus survivre uniquement dans ce rôle figé de princesse. Le protocole, les sourires forcés, les obligations mondaines ne suffisaient pas à combler ses besoins intérieurs. Elle avait été actrice avant d'être épouse et mère, elle avait vibré pour l'art, pour la scène, pour le cinéma. Abandonner cette part d'elle-même équivalait à se condamner au silence éternel. Mais comment retrouver une identité propre quand le monde entier vous surveille, vous définit, vous réduit à une image imposée? C'est dans ce tiraillement que Clotilde commença à mener une véritable double vie. Princesse par obligation, artiste par nécessité vitale. Clotilde tente dès que possible de renouer avec son métier. Elle accepta quelques rôles, parfois discrets, parfois plus ambitieux. Chaque projet représentait pour elle une bouffée d'oxygène, un rappel de qui elle était avant ce mariage. Sur scène ou devant la caméra, elle retrouvait cette intensité qui lui manquait tant. Elle redevenait elle-même, loin des dorures et des convenances. Mais ses retours n'étaient pas simples. D'un côté, elle devait négocier avec les contraintes de son statut, de l'autre, elle affrontait les jugements d'une presse toujours avide de polémiques. Certains critiquaient une princesse qui s'exhibait dans des rôles parfois audacieux. D'autres la soupçonnaient d'utiliser son titre pour obtenir des opportunités. Quoi qu'elle fasse, elle ne pouvait échapper aux commentaires acerbes. Pourtant, malgré les obstacles, ses expériences artistiques lui redonnaient un souffle, une raison d'avancer. « Quand je joue, confiera-t-elle un jour, je respire à nouveau. » Ce besoin de renouer avec l'art ne fut pas toujours compris par son mari. Emmanuel Philibert, préoccupé par sa propre carrière médiatique et ses ambitions politiques en Italie, voyait parfois ses projets comme des caprices ou comme une forme de rébellion. Pour lui, la stabilité de leur couple reposait sur une acceptation des rôles définis. Lui, en représentant de sa maison, elle en épouse discrète et élégante. Clotilde, au contraire, voyait dans l'art une nécessité existentielle. Ce décalage accentuait la fracture déjà béante entre eux, elle se sentait incomprise, parfois méprisée. « Il ne voyait pas que c'était ma survie », dira-t-elle à une amie de confiance. Les disputes reprenaient, les rancunes s'accumulaient, la distance émotionnelle devenait irréversible. Pour tenir le coup, Clotilde s'appuyait sur un cercle restreint d'amis fidèles, souvent issus du monde artistique. Avec eux, elle pouvait parler librement, rire, se plaindre, exprimer ce qu'elle n'osait pas dire en public. Ses amitiés devinrent son refuge, sa bulle de sincérité dans un univers saturé d'hypocrisie. Certains témoins racontent que, dans ces moments-là, elle redevenait la Clotilde d'autrefois, spontanée, passionnée, vibrante, mais dès qu'elle rentrait dans l'univers princier, le masque se reposait et le silence l'envahissait de nouveau. Cette oscillation permanente entre deux mondes était épuisante, mais elle lui permettait au moins de ne pas sombrer complètement. Au milieu de cette tempête intérieure, ses filles restaient son ancre. Clotilde s'efforçait de leur offrir une enfance équilibrée, malgré le poids du nom qu'elle portait. Elle voulait qu'elles connaissent la simplicité, l'authenticité, loin des projecteurs. Elle organisait des moments de complicité hors du protocole, des vacances discrètes, des soirées où l'on riait sans crainte d'être photographié. Mais même dans ce rôle, les tensions apparaissaient. L'éducation des filles devenait un nouveau champ de bataille avec son mari et la famille élargie. Chaque décision était scrutée, discutée, parfois imposée. Clotilde se battait pour préserver leur innocence, mais elle savait que le monde extérieur finirait par les rattraper. Cette lutte constante renforçait encore son sentiment de solitude. Face à cette vie partagée entre obligations et désirs contrariés, Clotilde connut aussi la tentation de l'évasion. Certains journaux ont insinué l'existence de relations parallèles, de passions furtives, de confidences trop intimes avec des amis proches. Qu'elles soient de vraies ou non, ces rumeurs reflétaient une vérité plus profonde, le besoin vital de trouver ailleurs ce qu'elle ne trouvait plus dans son mariage. Elle-même a reconnu que l'idée de fuir lui a traversé l'esprit à plusieurs reprises. Partir, recommencer, se libérer. Mais les chaînes invisibles étaient trop lourdes. La pression médiatique, la responsabilité envers ses filles, la peur du scandale l'empêchèrent de franchir le pas. Alors elle continuait partagée entre résignation et révolte intérieure. Peu à peu, l'art devint pour elle non seulement un métier, mais un véritable exutoire.
Chaque rôle lui permettait de canaliser sa douleur, de la transformer en création. Jouer une femme blessée, une héroïne tragique, une mère en lutte, c'était exprimer ce qu'elle n'osait pas dire de sa propre vie. Des critiques soulignèrent, d'ailleurs, l'intensité nouvelle de son jeu, sa capacité à incarner des personnages complexes avec une vérité bouleversante. « C'est ma vie que je mets sur scène », avouait-elle parfois à demi-mot. Ce mélange de douleur personnelle et de talent artistique faisait d'elle une actrice encore plus profonde, encore plus authentique. Mais derrière ces réussites ponctuelles, le prix à payer restait lourd. Chaque retour à la vie princière sonnait comme un retour en prison. Chaque réception mondaine rappelait la façade qu'elle devait maintenir. Clotilde vivait dans un mensonge permanent, celui d'un couple heureux, d'une princesse comblée, d'une vie de conte de fées. Et ce mensonge, répété jour après jour, la rongeait. Elle craignait que ses filles grandissent dans cette illusion, qu'elles reproduisent ce schéma de silence et de renoncement. Elle craignait aussi que son propre cœur s'éteigne à force de se taire. Alors, dans ses écrits personnels, dans ses confidences discrètes, elle préparait peu à peu le moment où elle dirait enfin la vérité. Pendant plus de 20 ans, Clotilde Courreau a gardé le silence. Elle a supporté le poids du protocole, les regards inquisiteurs, les critiques, les rumeurs, les silences conjugaux. Elle a accepté de jouer ce rôle de princesse moderne, tout en étouffant ses propres désirs et sa vérité intime. Mais à force de se taire, le fardeau est devenu insupportable. Le moment tant redouté est arrivé, celui où elle n'a plus voulu dissimuler. Celui où elle a choisi de dire à haute voix ce que tant de proches avaient pressenti, ce que tant de regards avaient deviné, ce que le monde refusait d'entendre. Devant un journaliste, dans une interview soigneusement préparée mais profondément sincère, elle a lâché les mots qui résonnent encore aujourd'hui. Après 21 ans de mariage, je peux l'avouer, ce fut une erreur, un mariage malheureux. Ces mots ont eu l'effet d'une déflagration. La presse, qui depuis des années alimentait les rumeurs de crise conjugale, tenait enfin une confirmation. Les unes des magazines s'enflammèrent, la princesse brise le silence, Clotilde avoue son malheur, la vérité derrière le conte de fées. Les plateaux télé se remplirent d'experts en royauté, d'anciens amis, de supposés proches, tous analysant chaque phrase, chaque intonation. Le grand public, longtemps bercé par l'image d'un couple glamour, oscillait entre stupeur et compassion. Certains saluèrent le courage d'une femme qui osait parler après tant d'années. D'autres critiquaient cette confession tardive, y voyant une trahison ou une provocation. Mais qu'importe. L'essentiel était dit. Le vernis avait craqué, la façade était tombée, pour Clotilde ce fut une libération. Elle avait porté en elle ce poids durant trop longtemps. Dire la vérité, c'était retrouver une part d'elle-même, c'était briser la cage dorée. Elle confia à ses proches que cette confession lui avait donné un souffle nouveau, comme si elle respirait enfin après des années d'apnée. Ce soulagement ne signifiait pas que la douleur disparaissait, mais au moins, elle cessait de mentir. Elle n'avait plus besoin de feindre, plus besoin de sourire pour les caméras en prétendant être comblée. La vérité, même brutale, avait une saveur de liberté. Évidemment, cet aveu ne fut pas sans conséquence au sein de sa famille. Ses filles, déjà grandes, comprirent que leur mère avait souffert en silence. Clotilde prit soin de leur expliquer que cet aveu ne remettait pas en cause son amour pour elle, mais qu'il était temps de ne plus se cacher. Quant à Emmanuel Philibert, il choisit la discrétion. Officiellement, il ne fit aucun commentaire cinglant. Mais en privé, il aurait exprimé sa colère et sa tristesse face à une déclaration qu'il jugeait inutilement destructrice. Pour lui, la dignité aurait été de maintenir le silence. Pour elle, la dignité consistait à dire la vérité. Dans le milieu du cinéma et du théâtre, l'aveu de Clotilde suscita un profond respect. Beaucoup de collègues saluèrent de son courage, rappelant combien il est difficile pour une actrice d'assumer publiquement sa vulnérabilité. Certains réalisateurs virent dans cet aveu la confirmation de ce qu'ils percevaient dans son jeu. Une intensité née de blessures réelles. Des voix féminines, en particulier, se firent entendre. Des actrices, des écrivaines, des militantes féministes soulignèrent que le parcours de Clotilde n'était pas isolé. Combien de femmes, derrière une image de couple idéal, souffraient en silence? Combien de mariages, soi-disant parfaits, cachaient en réalité des solitudes et des renoncements? Ce qui frappa le plus, ce fut la dimension universelle de cet aveu. Bien sûr, Clotilde parlait de son mariage singulier, de son rôle de princesse, de la pression médiatique. Mais derrière ces mots, beaucoup de femmes et d'hommes se reconnurent. Qui n'a jamais connu le poids d'une relation déséquilibrée? Qui n'a jamais ressenti la douleur de se perdre soi-même dans un couple? Son témoignage dépassa donc le cadre mondain. Il devint une parole universelle, un cri contre les illusions sociales, un appel à l'authenticité. Dans les forums, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes partageaient leurs propres histoires de mariage malheureux, inspirées par le courage de Clotilde. Elle avait ouvert une brèche, permis à d'autres de parler à leur tour. Après cet aveu, Clotilde choisit de se recentrer sur l'essentiel.
Elle consacra plus de temps à ses filles, chercha à reconstruire une relation plus sincère avec elles, débarrassée des faux-semblants. Elle se lança aussi dans de nouveaux projets artistiques plus libres, plus personnels. Sur scène, au théâtre, elle retrouva un espace d'expression où elle pouvait enfin être elle-même. Elle participa à des pièces où le thème du couple, de la liberté, de l'émancipation résonnait fortement. Chaque rôle semblait être une prolongation de sa propre confession. Le public, touché par cette authenticité, lui réserva un accueil chaleureux. Elle n'était plus seulement une princesse de papier glacé, elle redevenait une artiste, une femme de chair et de sang. Avec le temps, l'aveu de Clotilde prit une dimension plus large encore, celle d'une réécriture de son histoire. Pendant 2 décennies, les médias avaient raconté à sa place, fabriqué une image, construit un mythe. Désormais, c'était elle qui reprenait la plume. Elle avait le pouvoir de dire « Voilà ma vérité, voilà ce que j'ai vécu ». Certains observateurs évoquèrent même la possibilité d'un livre, de mémoire, où elle raconterait ce parcours singulier entre art, amour, sacrifice et renaissance. Quoi qu'il en soit, elle avait déjà accompli l'essentiel, briser le mensonge, s'affranchir de l'image imposée. Aujourd'hui, quand Clotilde parle de ses 21 ans de mariage, ce n'est pas avec haine ni avec vengeance. Elle ne cherche pas à accabler son ex-mari ni à régler des comptes. Son discours est empreint de lucidité et de mélancolie. Elle reconnaît qu'il y a eu de beaux moments, qu'elle a aimé sincèrement, qu'elle a cru à ce rêve. Mais elle affirme aussi que ce rêve n'était pas le sien et qu'il l'a étouffé. J'ai appris, dit-elle, que l'amour ne suffit pas quand il demande de renoncer à soi-même. Cette phrase, simple mais profonde, résume tout son parcours. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un mariage malheureux, c'est une leçon de vie. Celle de la nécessité d'être fidèle à soi-même, même quand le monde entier attend de vous un rôle contraire. Clotilde Courreau a enfin dit sa vérité. Cette confession a bouleversé son image publique, mais elle lui a rendu son intégrité. Elle n'est plus la princesse silencieuse d'un conte fabriqué. Elle est une femme qui a osé parler, qui a osé se libérer. Son histoire n'est pas close. Peut-être connaîtra-t-elle de nouvelles amours, peut-être poursuivra-t-elle de nouveaux combats artistiques. Mais une chose est sûre, elle ne se laissera plus enfermer dans un rôle qui n'est pas le sien. Et en cela, son aveu final n'est pas seulement la fin d'un mariage, c'est le début d'une nouvelle vie. Après 21 ans de mariage, Clotilde Courreau a osé dire ce que beaucoup redoutent d'avouer. Parfois, derrière les sourires et les dorures, se cache un profond malheur. Son témoignage est à la fois personnel et universel, intime et politique. En brisant le silence, elle rappelle que nul ne devrait sacrifier son identité au nom des apparences. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce récit passionnant et bouleversant. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser un commentaire pour partager vos impressions, à cliquer sur j'aime pour soutenir notre travail et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations, enquêtes et histoires exclusives. Activez également la cloche de notification afin d'être averti dès la mise en ligne de nos nouvelles vidéos. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à vous offrir du contenu riche, authentique et captivant. Merci à tous et à très bientôt sur la chaîne.